Bonjour, je suis chez Claire Morinière à Landol. Je suis très heureux de t'accueillir chez toi, dans ton joli intérieur très chaleureux, pour parler de ton parcours et de tes différentes activités, parce qu'il y en a plusieurs. Mais avant que tu me répondes, je voudrais faire un petit coucou à Priscilla Elbert, qui nous a permis de se rencontrer. Priscilla qui a créé l'association La Petite Graine et le festival du même nom, et qui a lieu, je crois que c'est au mois de juin. Oui. Voilà, donc merci Priscilla. Alors, tu te surnommes très joliment la femme qui prend soin. Comment le dis-tu en breton ? Alors c'est Kemer-Preder, prendre soin. D'accord. Et la maison, je cite souvent la maison Anti à Gemer-Preder, la maison qui prend soin, parce que du coup, vous êtes à la maison et c'est aussi là où je travaille, où je consulte. D'accord. Voilà, c'est important pour moi de... Un joli lieu en tout cas. Ouais. Alors avant de parler de cette femme qui prend soin, que tu es devenue aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles du chemin que tu as parcouru avant de te spécialiser en médecine holistique et en éducation somatique. Un petit flashback sur ta vie d'avant en quelque sorte. Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça depuis toute petite en fait. Mes premiers souvenirs, ça remonte quand j'avais 5 ans. Où à 5 ans, il y avait eu un décès dans la famille du côté de mon père, un grand-oncle, et du coup, je sais que ça avait créé un peu un conflit entre mes parents, parce que moi, je voulais absolument aller voir cet oncle que j'avais jamais connu de son vivant. Je voulais aller le voir sur son lit de mort. Ma mère disait, c'est pas la place d'un enfant, et moi, j'insistais. Et mon père a fini par réussir à la convaincre, à lui dire, elle vient, de toute façon, c'est à la maison chez lui, donc si elle se sent pas bien, elle pourra aller dans la cuisine ailleurs. Et du coup, je me souviens d'avoir touché son bras gauche. Et en touchant son bras, j'avais plein d'images qui me venaient. Et du coup, j'ai questionné mon père et qui me disait oui, c'est ça qui a eu de son vivant. Et alors, ça a un peu commencé comme ça. Et souvent, quand je posais mes mains, ça soignait. Après, j'ai eu un parcours où j'ai toujours aimé la création et l'art. Donc, j'ai été beaucoup dans la danse contemporaine. Mais dès qu'il y en avait un qui se faisait mal, c'est à moi qu'on demandait tu peux pas me remettre le dos, la cheville. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Et puis à une période de ma vie, j'ai dit non, j'en ai marre de remettre les gens, moi je veux juste danser et fichez-moi la paix. Et puis en fait, ça m'a rattrapée. Je me suis fait une périostite, très grosse périostite, épanchement de synovie, répétition, donc j'ai plus dansé pendant quelques mois. Ah oui, d'accord. Et puis en fait, à chaque fois que je voulais y retourner, une autre fois j'ai failli un accident de voiture, tomber dans un ravin. Donc je me suis dit, ok, on dirait qu'il faudrait que j'écoute un peu. On dirait qu'il y a un truc plus grand qui me traverse, qui voudrait que je fasse autre chose que ce que j'ai envie. Alors j'ai fini par céder et dire ok. Et en effet, depuis que j'aime toujours créer et danser, donc j'improvise des fois avec des amis, groupe de théâtre et danse. D'accord. Mais voilà, j'ai décidé... La plupart de mon temps, de ce qui m'occupe, c'est de prendre soin. D'accord, parce que j'ai vu que c'était à l'âge de 5 ans, comme tu le disais tout à l'heure, tu as pris conscience que tu avais un don de clairvoyance, de clairaudience et de clair-ressenti. Oui. À 5 ans. Oui, ouais, c'est avec l'histoire de cet oncle-là, hein, puis ma mère, j'y avait plein de choses en fait que je voyais, et au-delà, ma mère a toujours su que j'étais différente, mais elle a jamais voulu... En fait, c'est récemment. Moi-même, je suis maman et ma fille a eu des difficultés à l'école. Et on a eu de la chance. On était dans un petit village dans l'Aude où elle était dans l'école, j'étais 6 dans toute la maternelle. Et la directrice était doula, elle accompagnait les naissances par ailleurs. Donc on s'entendait très bien, on se connaissait bien. Elle m'a dit, ta fille, pour moi, on dirait que c'est une enfant, ce qu'on appelle HPI, haut potentiel intellectuel. Tu voudrais pas que la psychologue scolaire vienne, ça expliquerait un peu pourquoi elle galère. Que la psychologue est venue, diagnostic, et puis parce qu'elle m'a dit, vous savez, les chats font pas des chiens. Et puis moi je me suis dit, c'est pas plus de 30 balais que ça va servir à rien, quoi. Et en fait, j'ai quand même fait tout ce parcours de processus parce qu'il y avait toujours dans ma tête quelque chose qui est... C'est dans ma famille, on a toujours dit, mais fais un effort, quoi. Tu peux pas toujours la ramener, et ce que j'ai appuyé un peu sur les petits boutons qui font mal. Et puis le fait d'avoir fait tout ce chemin de diagnostic, ça a permis de faire la paix avec mon enfance, de dire ah non en fait je suis pas bizarre, c'est juste j'ai un fonctionnement neurologique différent. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire la paix avec ma fille, de mieux comprendre ma fille. Et aujourd'hui d'accepter ça pleinement que... En fait je pense pas que c'est un don, je pense que tout le monde a cette capacité, c'est juste que... En étant avec ce fonctionnement neurologique-là, c'est plus facile pour moi. Alors j'ai plein d'autres inconvénients qui vont avec. Je peux pas faire le off. J'aimerais bien des fois savoir éteindre, mais je peux pas.
Donc ça va ensemble. D'accord, c'est bah ça oui, bien sûr. Ouais. Alors, tu recommandes de marier les progrès techniques de la médecine moderne avec les connaissances médicales un peu séculaires qui prévalant avant l'arrivée du médicament. Oui. Donc, tu fais un peu le mix des deux? Oui, en fait, c'est dans l'état d'esprit. C'est que comme on vit... moi, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris avec les traditions, avec différents peuples, mais beaucoup en Afrique de l'Ouest. Oui, tu as vécu en Afrique plusieurs années. Et... en fait, je me suis rendu compte qu'en Occident, on a quand même besoin de comprendre les choses. On a le mental qui est très fort, qui a besoin de comprendre. Concret, et je me suis rendu compte que, même moi en consultation, ça marchait beaucoup mieux quand les gens avaient des explications sur ce que je faisais. Et pour donner des explications, il faut un peu connaître le corps humain, l'anatomie, la physiologie et la science que nous, on connaît, en fait. Et c'est pas que l'instinct qui agit, c'est si quelqu'un me pose la question, je peux dire exactement ce que je suis en train de faire, et ça lui permet d'être de plus en plus autonome, de rassurer son mental qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, c'est mêler, c'est ça, c'est essentiel. Et c'est aussi savoir reconnaître que, on pourrait dire redire, il y aurait plein de choses à redire sur la médecine telle qu'elle est aujourd'hui et notre système de santé qui va plus bien. Est-ce qu'il a été bien un jour, je sais pas. Mais il y a aussi des progrès. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un a un accident de la route, moi la première, je suis contente qu'on ait des avancées en chirurgie à ce point-là. Et on est vraiment très très doués là-dedans. Et après, je pense qu'il y a des choses où là, c'est important de raccorder avec les traditions. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est pas normal qu'on aille à l'hôpital pour tout et n'importe quoi, des montées de fièvre et qu'on voit les parents aller aux urgences. Exactement, et abuser des antibiotiques, c'est entre ça. autres, c'est vrai. C'est ça, on a tout autour de soi, on a les plantes et que... Moi, je suis persuadée que là où on a tout ce qu'il nous faut autour de nous. Enfin, on a atterri dans l'environnement qui répond à nos besoins et qu'après, si ça ne suffit pas, il y a toujours la médecine allopathique. Mais souvent, on est dans... Schéma de croyance, on fait d'abord les médicaments, puis si ça marche pas, on va aller voir après l'autre à côté. Oui. Alors tu as fondé l'école de sagesse qui s'appelle le souffle des baleines. Oui. D'où la petite baleine qui est derrière nous. Oui. C'est un très joli nom d'ailleurs. Pourquoi cette référence aux baleines? Parce que moi, depuis, j'ai 5 ans, c'est à peu près pareil, à peu près à cet âge-là, j'ai toujours adoré les baleines et je les ai toujours entendues me parler. Me dire un peu... plein de choses, des gens, des fois j'avais des infos des baleines ça serait bien cette personne de la soigner comme ça, ou tu devrais appeler ta grand-mère, elle va pas bien. Ah oui. Alors elles ont toujours été mes gardiennes quelque part là en rêve et en lisant beaucoup sur les baleines, à la fois elles sont très grandes, énormes, à la fois dans leur développement de l'espèce, elles portent vraiment les sagesses de la Terre, c'est des animaux qui vivaient sur Terre, qui sont retournés dans les océans, donc elles portent une mémoire de la Terre. Quand elles enfantent et qu'elles mettent bas, il y a vraiment cette notion de communauté avec les mâles qui sont souvent plus loin, qui les protègent, mais des fois à des kilomètres et des kilomètres, mais qui savent réarriver très vite s'il y a un danger. Quand il y a des mises bas avec des petits qui décèdent, c'est les anciennes qui portent les petits sur leur dos et les autres qui chantent pour encourager la maman à continuer à retourner. Donc il y a vraiment toute leur manière de vivre aussi qui sont chères, qui correspondent à mes valeurs, quelque part, de se prendre soin. Et pour moi, elles ont vraiment une capacité elles sont sages, quoi, de par essence dans qui elles sont, d'arriver à faire autant de kilomètres, de mettre bas et d'être dans le froid, de mettre bas dans le chaud et de retourner dans le froid pour aller se nourrir. Donc pendant des mois, elles ne mangent pas. Et il y a une endurance énorme, mais pourtant elles ne se plaignent pas, elles sont juste dans ce flot de la vie et c'est des cycles. Voilà. D'accord. Et ça me parle bien. Et après, parce qu'elles vivent dans les océans et que moi j'adore l'eau. Ah oui, aussi, bien sûr. Je suis une fada d'eau. Peut-être que tu as été baleine ou poisson dans une vie antérieure. Peut-être, j'adore l'apnée. Voilà aussi, Donc cette école de sagesse, elle regroupe plusieurs formations, des stages, des ateliers qui sont adaptés aux 4 âges de la vie, aux 4 saisons et aux 4 éléments. Alors c'est quoi la vocation de cette école précisément ? C'est vraiment de permettre, c'est la transmission de savoir, de connaissances pour permettre à tout à chacun d'être de plus en plus autonome et de reprendre son plein pouvoir et sa pleine autonomie et puissance depuis l'enfantement, depuis le premier souffle jusqu'au dernier.
Pour moi, les deux se font complètement miroir. C'est le Bien début sûr, et la ouais, fin, mais ouais. c'est le même passage dans un sens ou Ouais. dans l'autre. Et c'est vraiment de transmettre, en fait, parce qu'on vit dans une société où on se repose beaucoup sur l'extérieur, mais on oublie qu'on connaît plein de choses. Quand je dis des choses aux gens, quand je transmets dans les formations, la plupart du temps, les 3/4 du temps, c'est « Ah mais oui, mais c'est tellement évident. Mais oui, il faisait comme ça avant. Ah mais oui, mais ma grand-mère m'avait dit. Ah mais oui, mais je savais pas Le qu'on bon pouvait sens, encore. quoi. C'est du bon sens. C'est juste réveiller le bon sens, qui est souvent pas très loin. Complètement, ouais. Mm. Avec l'apport de la nature, enfin des bienfaits de la nature, aussi Oui, des plantes. du vivant, on vraiment n'est du pas vivant, différent ouais. du Ouais. vivant. Oui. Alors tu parles aussi de la ronde des baleines qui a lieu le premier dimanche de chaque mois. Oui. Ça consiste en quoi cette ronde? Alors cette ronde des baleines, elle est venue parce qu'en fait, de plus en plus, j'ai des grosses journées et de plus en plus, je me couchais très tard parce qu'en fait, j'avais au moins 10-20 messages par jour de gens qui me demandaient de l'aide. Qui n'étaient pas des demandes de rendez-vous, qui étaient là, je suis là, je sais pas comment faire, voilà. Donc je suis passée par une phase où je râlais intérieurement de dire mais moi je peux pas sauver la planète en fait, et puis prenez rendez-vous, point. Et puis il y avait tellement de demandes, je me suis dit, en général quand il y a quelque chose qui m'agace dans la vie, j'essaie de le transformer pour que ça devienne au service d'eux. Et en discutant avec ma fille, on s'est dit mais pourquoi on n'ouvrirait pas la maison une fois par mois? Où là du coup l'idée des rondes, donc les rondes des baleines, c'est comme les baleines qui prennent soin dans leur communauté, c'est comment on prend soin les uns des autres. Et donc c'est des temps offerts en fait, les gens viennent avec ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de laisser un pot de confiture ils peuvent, s'ils ont envie juste de venir comme ça ils peuvent aussi. Et l'idée c'est vraiment que chacun qui vient puisse venir déposer sa problématique. On prend un temps où on mange ensemble, informel, et puis qu'il y a un soin qui puisse s'opérer en direct. Mais tout le monde est témoin de ce soin. Et ça montre, c'est une manière de rendre visible mon travail au plus grand nombre, pour qu'aussi petit à petit les gens arrêtent de trop se reposer sur moi, mais regarde, dans la communauté il y a des gens qui ont vu, tu as été témoin, toi aussi tu peux prendre soin de ton voisin, toi aussi. C'est pas d'enlever cette croyance que je serais au-dessus, que j'ai un don, que je ne sais quoi encore, non. De rendre ça accessible à tout le monde et que tout le monde puisse prendre soin les uns des autres. Guider un peu les gens à travers les mains de la vie, on va dire. C'est ça. Quelque part. Exactement. Puis de se rendre compte qu'on est tous pareils, en entendant le vécu, la problématique de quelqu'un. Voilà, c'est ça aussi. On a forcément entendu ça, ou pour soi-même, ou pour un voisin, un proche, une tante, un ami, un enfant. On a exactement. tous. Ouais, tout à fait. Et comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc... Non. Il faut rester vigilant, quoi. Donc les personnes que tu accompagnes te donnent différents surnoms, j'ai lu. Prêtresse de la vie, Madame Couteau Suisse, c'est marrant, et Madame Arc-en-Ciel, lequel te convient le mieux? J'en ai pas un qui me convient le mieux, je les ai mis parce que c'est des enfants qui m'ont donné ces trois surnoms-là. Ah, c'est des enfants? Oui. D'accord. Et que j'aime la parole des enfants parce qu'elle est authentique, sincère et elle n'est pas réfléchie. Ouais, Madame Arc-en-Ciel, c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de couleurs ici. Bien, ça, c'est joli. Puis ils me disent, en fait, quand on est triste, tu nous accueilles, quand ça va, tu nous accueilles. Puis des fois, toi aussi, tu dis aussi que tu es triste, ou alors Madame Arc-en-Ciel. Couteau Suisse, c'était un autre enfant parce que j'ai travaillé avec différents outils, les réflexes archaïques. Après, j'ai plus fait ostéo. Après, on a joué avec différents jeux au niveau tactile. Du coup, il m'a dit « Ah, mais en fait, t'es comme Mike Gayvar, couteau suisse !» Ok. Et puis, prêtresse de la vie, c'était un autre enfant parce que j'étais là à la naissance de sa sœur, parce que j'ai été là au baptême, parce que ses parents se sont mariés après, j'ai officié le mariage. Donc, du coup, il me dit « Mais en fait, puis il dit un jour, quand mes grands-parents ils vont mourir, tu pourras être là aussi, mais en fait, t'es comme les prêtres, quoi, mais de la vie, quoi. » Donc c'est venu comme ça, prêtresse de la vie. Un enfant qui avait quel âge qui t'a dit ça? Il avait 9 ans. Ah ouais, donc c'est très joli. Ouais. Oui. Alors peux-tu nous résumer comment se déroule un parcours sous ta bienveillance? Alors c'est très différent. Du premier aux autres rendez-vous, quoi, je veux dire. Oui, c'est très différent suivant les personnes, très singulier. Il y a des personnes... Je m'adapte en fait en fonction des personnes. Il y a des personnes qui, je sens que c'est mieux d'échanger verbalement avec eux. D'autres qui ont besoin plus sur un plan énergétique de libérer des croyances ou parfois des entités, des choses qui les habitent et qui les empêchent d'être vraiment libres. D'autres c'est plus physique, ils vont avoir besoin
à la fois, même en travaillant sur les autres plans, mais ils vont avoir besoin, ils ont une vertèbre par exemple de coincer, ou une cheville, ou problèmes intestinaux, ou migraine, ou... alors il y a plus ce plan-là. Il y en a d'autres, c'est plus sur le plan émotionnel. Ouais. Du coup là, c'est plus des séances de Gestalt thérapie, de prendre le temps d'écouter où ça se passe dans le corps quand on échange. Il y a les réflexes archaïques que j'utilise aussi beaucoup. C'est quoi les réflexes archaïques ? Les réflexes archaïques, c'est... en fait, les réflexes, on les développe du moment où on est in utero, puis après les premiers âges de la vie. Et ils sont là pour soutenir nos schèmes de développement. Par exemple, si je prends le réflexe sous le pied, Babinski, si on caresse le pied d'un enfant, il va s'écarter. Et c'est parce qu'il a ce réflexe-là en contact du sol qu'il va pouvoir prépousser pour ramper. D'accord, ok. Et il y a des personnes qui n'ont pas intégré tous leurs réflexes. Du coup, quand tous les réflexes ne sont pas intégrés, dans la vie, dans l'état d'être au monde aussi, on n'a pas toutes les cartes en main. C'est ce qui fait qu'il y a par exemple des enfants qui peuvent venir, même des adultes qui ont une problématique. J'ai déjà eu un monsieur, il me disait, moi j'ai un problème, je suis vraiment dans le plan frontal, je suis toujours comme ça. Et en fait, il n'avait pas intégré le schème homolatéral, les lézards, qui correspondent au développement du vivant. Et du coup, on a travaillé sur les réflexes sous-jacents pour soutenir ça, pour qu'il puisse réintégrer ce réflexe-là. Et que ça l'aide dans la vie à arriver à entendre la parole de l'autre, faire des concessions, ne pas toujours rentrer en frontal. Ça, c'est important aussi. Alors, il faut combien de séances en général pour un soin, par exemple ? Alors, ça dépend du niveau de libération possible pour la personne à l'instant. Il y a des personnes pour une séance, une fois, c'est bon, pour une problématique. D'autres, ça va être sur 3-4 fois. Il y a des personnes qui préfèrent avancer petit à petit, et c'est des suivis. Il y a des gens que j'ai en suivi depuis 1 an ou 2. Du coup, c'est vraiment propre à chacun, et je ne laisse pas... ça, c'est ma manière d'être aussi, de ne pas prendre le pouvoir, encore une fois. Parce que souvent, les thérapeutes, il va falloir 3 fois. Et non. Ah oui. Ça, pour moi, c'est des croyances que pour régler tel problème, il faut 3 séances, pour tel autre, il faut 6. Non. Ouais, c'est vrai. C'est différent à chacun, et c'est de dire à la personne, à la fin, je sentirais que j'aimerais vous revoir parce que je sens qu'on peut aller plus loin, mais c'est vous qui me dites. Et souvent, c'est les personnes qui me rappellent, qui me disent, oui, c'est bon, je sens que je suis prêt. Oui, je sens aussi, mais en fait, pas maintenant. Ok. Et c'est elle qui reste maître d'elle-même. Et ça, pour moi, c'est... une liberté. Oui, très, très important. C'est important. Alors, quels sont tes clients ou patients qui sont, on va les dire, impatients de venir te consulter ? Oui. J'ai un peu tout le monde. J'ai un peu tous les âges et tout cas de figure. J'ai des maladies rares génétiques. J'ai une petite fille en ce moment qui a une maladie rare génétique. J'ai des enfants autistes, j'ai des enfants juste hyperactifs ou qui ont des difficultés scolaires, j'ai des personnes âgées qui aiment se faire masser, d'autres qui ont des problèmes de posture au niveau des pieds parce qu'ils vieillissent, il y a de l'arthrose. J'ai des femmes enceintes, des nouveau-nés, enfin j'ai pas de... Non, bien sûr, mais c'est varié quoi. Oui, un peu comme les médecins de famille autrefois, de ce que mes grands-mères me racontaient. Exactement, ouais. Et je crois que tu as consacré de nombreuses années au service de personnes handicapées, moteurs et mentaux, autistes, et personnes qui ont eu des maladies neurodégénératives, des femmes et des enfants atteints de VIH. Ça a dû beaucoup t'apporter tout ça, je pense. Oui, j'ai toujours été depuis toute petite curieuse de l'humain, en fait. J'ai jamais adhéré à cette notion de handicap ou de... parquer les gens, quoi. Mettre les gens dans des cases. Et du coup, tout ce qui était mis dans une case, moi, ça m'intéressait encore plus. C'était, allons, voyons, pourquoi on dit qu'ils sont fous ? Est-ce que vraiment ils sont fous ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est quoi la folie ? C'est quoi la folie ? Et comme je suis quelqu'un qui me pose plein de questions sans arrêt, et du coup, pour moi, c'était hyper riche. Ça m'a énormément apporté. C'est des personnes que je sens toutes confondues, et bien évidemment, il y a des individus derrière. Mais de manière globale, toutes ces expériences-là, j'ai senti une intelligence atypique, hors norme, proche de la mienne, qui est différente, mais je sens qu'il y a un endroit où on se comprend très très bien. Et au-delà du verbe, au-delà de la pensée. C'est dans un état d'être au monde, ils ont une singularité qui est, pour moi, hyper riche et qui a tellement à apporter au monde pour un peu qu'on décide d'enlever la casquette handicap, fou, et
atteint de VIH et si elle me le transmet, donc la crainte de... Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est de pouvoir enlever toutes ces barrières et juste de revenir à la simplicité. Il y a un humain en face de moi et qu'est-ce qu'il a à me raconter. Exactement, bien sûr. Alors tu as aussi contribué à développer des projets de permaculture. Oui, en Afrique. Des cultures de spiruline en Afrique de l'Ouest, c'est ça? Oui. Où tu as travaillé avec des sages-femmes et des guérisseurs. Oui. C'est intéressant aussi ça. Oui. Oui, au début, quand j'ai été en Afrique, c'était avec une association qui remettait en route des bassins de spiruline dans des villages pour soutenir les malades atteints du VIH, dont les enfants. Et jusqu'au jour où je me souviens d'un petit enfant, Idrissa. Lui, on avait réussi à 3 ans, il marchait toujours pas, il était sous perfusion assis. Et avec traitement de spiruline, au bout de 6 mois, il était debout, il marchait. Et jusqu'au jour où on a eu un de ses oncles qui est venu au dispensaire, et on n'était plus que 2 à être là, l'autre reste du groupe était rentré en France. Et je me souviens, il est venu vers moi, il me dit « Ah, vous êtes contents les Toubabous ?» Donc les blancs, quoi. Là-bas, on les nomme comme ça. Mais d'un ton un peu sec, pas très sympa. Donc je regarde, j'écoute, et il me dit « Bah oui, maintenant que vous l'avez sauvé, et vous avez prévu, c'est qui va le nourrir tout le reste du temps, qui va payer les études ?» Puisque celui-là, la maman, elle en a 13, celui-là était voué à mourir. Et quand il m'a dit ça m'a fait un grand claque, et je me suis dit « Mais oui, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et je me suis rendu compte que j'étais dans la posture de la sauveuse. Parce que ça me touchait, j'étais jeune, et parce qu'à l'école, on avait appris tout l'esclavagisme, tout ça, et le racisme, et donc j'avais un côté... sans avoir pris conscience, je voulais sauver. Bien sûr. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit « Ah mais non, mais ça va pas du tout. Si je veux sauver, ça veut dire qu'il y a des victimes derrière. » Et du coup, j'ai décidé de retourner en Afrique, mais en écoutant. Juste le plaisir d'être ensemble et voir qu'est-ce qui se passe. Ils n'avaient pas du tout besoin de spiruline. Ils ont plein de plantes là-bas, ils ont d'autres plantes. Ils disaient oui à nos projets parce qu'il y avait de l'argent en jeu et qu'ils détournaient l'argent pour s'acheter du riz. Mais c'est sûr que d'amener de la spiruline quand on n'a même pas un bol de riz par jour, ça n'a pas de sens. Voilà. Du coup, j'ai arrêté ça et en retournant, très vite en fait, parce je pense qu'ils ont l'intuition qui est encore très développée là-bas, très vite on m'a emmenée dans les villages en me disant mais il faut que tu viennes voir le guérisseur. Et puis ça a démarré au Mali. J'étais dans un village pour aider à un festival de marionnettes. Ah oui. C'est ça qu'ils avaient besoin, donc j'étais là. Sauf que je me lève un matin pour aller aux toilettes dehors. Et il y avait la queue pour la case. Et puis les gens qui me disent « Ah oui, on vous attend ». Je dis « Mais vous attendez de quoi ?» Ah oui, c'est le guérisseur qui nous a dit « Il a trop de monde, il peut plus soigner, donc il nous envoie chez vous ». Et je me suis retrouvée comme ça, à soigner toute la journée. Puis à un moment donné, ils ont dit aux gens « Arrêtez à la fin », ils ont été me chercher à manger. Puis, ah oui. Et du coup, je suis retournée voir le guérisseur après. Il m'a dit « Bah oui, moi quand je t'ai vu, j'ai su que tu soignais et du coup, je t'ai envoyé du monde. » Mais il m'avait pas demandé mon avis. Et il a demandé que je le soigne lui après. Il avait des migraines depuis des années. Et bon, je pourrais pas exactement dire ce que j'ai fait, mais j'ai suivi mon intuition. Je m'étais pas encore formée à la science d'aujourd'hui pour pouvoir expliquer ce que je faisais. Donc je l'ai juste soigné avec l'intuition. Et le lendemain, il est resté à genoux à me faire des prières pour me remercier que je l'avais soigné. Ça faisait 10 ans qu'il avait des migraines et il savait pas ce que j'avais fait. Donc il a demandé que je travaille avec lui pour soigner les gens de la polio. Et bon, je suis restée 15 jours, 3 semaines, puis je lui disais mais je vois pas trop à quoi je sers en fait. Il m'a dit ah bah si, moi je sais parce que quand je suis tout seul, les gens ils restent là 1 mois avant de remarcher et repartir. Quand t'es là, au bout de 15 jours, ils marchent et ils repartent. Donc je suis restée travailler avec eux. Puis petit à petit, lui m'a fait rencontrer des sages-femmes, d'autres sages-femmes, donc j'ai participé à des enfantements, j'ai soutenu des femmes enceintes et du coup c'est comme ça que j'ai beaucoup appris parce que là-bas le premier médecin il a 6 heures de bus et puis un bus avec plein de trous sur la route, donc un cordon autour du cou, un bébé en siège, on s'en sort pour que tout le monde soit en vie et en bonne santé. Bien sûr. Du coup il n'y avait pas les mêmes limites qu'ici. Tu es resté combien d'années en Afrique ? Plusieurs fois 6 mois. Plusieurs fois 6 mois. Oui, à chaque fois, au bout de 6 mois, je devenais con et raciste, donc je rentrais. En fait, à chaque fois, on mettait en route des projets, et puis des rendez-vous, et puis ah bah je suis désolée, mais en fait, le scooter, c'est ma cousine qui l'a pris, elle accouche. Ouais, ça doit être ah là, difficile, plus tard. Et au bout d'un moment, j'en avais marre que les rendez-vous étaient reportés, et je me suis dit, non, mais en fait, c'est leur rythme chez eux, tu deviens con et raciste, rentre. Bien sûr, tous les 6 mois, je rentrais, puis quand j'en avais marre d'ici, je repartais là-bas. D'accord. Alors, tu es aussi éducatrice somatique et praticienne en Body Mind Centering, je prononce bien. Oui. Praticienne, formatrice et fondatrice du soin en eau chaude
Mami Wata. Oui. Alors, c'est quoi? Alors, puisqu'on parlait de l'Afrique, je démarre par Mami Wata. Mami Wata, bien sûr. C'est une déesse en Afrique de l'Ouest qui protège les océans. Bon, certains la conçoivent comme plutôt une déesse qui fait de la magie, du vaudou, et moi, c'est pas du tout mon expérience. J'étais enceinte de ma fille et j'étais au Ghana, en haut d'une falaise, et bon, avec son père qui voilà, ne souhaitait pas avoir un enfant. Et je pleurais les larmes de mon corps, et de l'eau, j'ai eu la vision, en fait. Une grande femme qui sortait de l'eau, puis qui me parle, qui me dit « Mais repose-toi sur moi, tu peux trouver toute la force dans l'océan, ça va aller, garde cet enfant, ça va aller. » Je redescends et j'en parle au village avec les guérisseurs avec qui j'étais, et qui me rigolonnaient, qui me disaient « Ah, mais t'as rencontré Mami Wata !» Comme si j'avais acheté une baguette de pain, quoi. J'ai dit « Ah ouais, d'accord, ok. » Et donc le jour où donc moi j'ai donné mes premiers stages au Ghana autour de l'embryologie des liquides sur la plage, et puis le jour où j'ai décidé, je me suis formée à un autre outil aquatique qui apprend certains mouvements en très courte formation, c'est en 3 fois 5 jours. Et donc très vite on m'a dit mais il faut que tu trouves un nom à ton outil parce que t'es la seule, la manière dont tu fais, t'es la seule à faire comme ça. Et je me suis dit ah bon ok, est-ce que moi je citais plutôt les techniques que j'utilisais. Ouais. Et je me suis dit un nom quoi comme nom, et du coup c'est devenu évident, Mami Wata. Et en cherchant sur internet, quand j'ai vu que c'était juste une société d'import-export, d'exploitation de gros poissons, je me suis dit ah mais non mais c'est pas possible, il faut protéger les océans. Oui. Donc je dis ah moi ok, j'appelle ça Mami Wata et c'est pour prendre soin, pour protéger tout ce qui a à voir avec l'eau. D'accord. Donc ça c'est Mami Wata, c'est venu comme ça. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant, parce que ma fille va avoir 10 ans. Et le Body Mind Centering, ça c'était avant 2008. On remonte dans le temps. Ouais, on remonte dans le temps. Et ça c'est quand je suis revenue d'Afrique, où j'étais toujours dans les compagnies de danse et où j'arrêtais pas de questionner sur le corps humain. Et un jour, la chorégraphe avec qui j'étais, Christelle, me dit « Tu me gonfles, demain j'amène un livre et je pense que tu vas trouver des réponses. » C'était le seul livre qui a été traduit en français de celle qui a créé cet outil. Donc le livre c'est Sentir, ressentir et agir de Bonnie Brainbridge Cohen qui a créé le Body Mind Centering. Et en effet, quand j'ai ouvert, je dis « Ah, enfin quelqu'un qui parle mon langage, on se comprend. » D'accord. Et j'ai cherché, la formation démarrait 1 an après en France et je suis partie dans cette formation. Et pour moi, cette formation, elle m'a permis de mettre des mots sur ce que je faisais depuis que j'étais petite. D'accord. Parce que de moins en moins, je supportais le fait... ce qui était difficile pour moi, qui allait très bien en Afrique, et comme les guérisseurs, c'est les gens te remettent tout et ils te font confiance. Ici, c'est pas comme ça. Et du coup... j'avais du mal à trouver ma place ici et je sentais bien qu'il me manquait les mots sur ce que je faisais pour pouvoir transmettre, pour que ça soit plus scientifique et plus carré. Et c'est pour ça que je suis partie dans cette formation pendant 4 ans, plus 2 ans assister les enseignants. D'accord. Et ouais, ça c'est vraiment mon fil rouge aujourd'hui. Alors, avant un premier rendez-vous, je crois qu'il y a une conversation téléphonique avec ta cliente ou ton patient. Oui, je dis client, c'est vrai. Dans patient, il y a le mot passif. Ouais, et j'aime pas ça. Donc tu préfères client. Oui, et client, alors il y en a qui disent c'est très américain. Client, c'est genre un service. D'accord. Voilà, il y a un échange de services. Il faudrait inventer un autre nom. Oui, il faudrait inventer un autre nom, exactement. Donc il y a une petite conversation. Il peut y avoir, pour les personnes que je connais pas, je les invite souvent à me contacter. On prend 10 minutes, on trouve un créneau où on est disponible chacune. Et on prend 10 minutes pour échanger. Parce qu'en fait, je sens, avec les questions que je pose, il y a des gens, on n'est pas compatibles. Ça va pas servir qu'ils viennent me voir. D'accord. Donc je leur dis, je peux vous orienter vers quelqu'un d'autre, mais je sens que je suis pas la bonne personne pour vous aider. Parce que j'ai appris ça avec le temps, dans tout mon processus, la sauveuse, pas sauveuse, tout ça. Au-delà de ne plus être sauveuse, je me suis aussi rendu compte qu'il y a des personnes pour qui c'était pas juste que ça soit moi qui les aide, j'étais pas la bonne personne. Donc c'est de prendre le temps d'écouter au téléphone en fonction de ce que la personne veut, qu'est-ce qu'elle attend de moi, est-ce que je peux y répondre. Et quand je sens que la personne est complètement... il y a plein de raisons, il y a plein de cas, mais ça arrive pas souvent, mais ça arrive qu'il y ait des personnes où je sens je suis pas la bonne personne. Pas en phase, enfin, non, on n'est pas, ça va pas, elle va perdre son temps et son argent. Et moi aussi. Donc c'est bien de le dire, oui. en tout cas.
Ah oui, c'est d'être honnête, oui. Ouais. J'ai vu que cet été, le magazine Happiness Oui. t'as consacré un bel article sur ton accompagnement holistique Mamie Oui. Wata, justement, Oui. dont on parlait. C'est Oui. bien ça d'avoir un peu Oui, c'était chouette. d'info Oui. magazine. Oui, et ça, c'est le réseau, c'est venu par le papa de Aubry, qui est rédacteur, je confonds les mots. En tout cas, c'est lui qui m'a interrogée. D'accord. Et Aubry, son papa est coiffeur énergéticien. C'est mon coiffeur énergéticien à Belz. Ouais. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et c'était bienvenu. Il était tout jeune papa en plus, donc il y avait vraiment un lien qui s'est tissé entre nous. Bien sûr, ouais. Et c'était précieux. Ouais, j'aime bien, il y a eu un article sur Ouest France, il y a un peu en amont. Ouais, t'as eu pas mal de presse. Hein. Oui, il y a là de plus en plus des sommets virtuels qui m'ont invité en ligne sur la naissance, là un autre sur la femme sauvage. D'accord. Oui, j'aime bien répondre aux invitations. Et tu fais des ateliers des fois, des présentations de tes activités? Non, j'en fais pas tant. Non. Non, comme là quand je suis interrogée. Oui, voilà. Mais quand je suis sollicitée, toujours avec grande joie et plaisir. Mais j'en fais pas tant parce que le bouche à oreille se fait, c'est manque de temps. Bien sûr, bah oui, c'est un peu comme ça. Oui. Alors, en dehors de ces activités-là, de soins, tu as aussi des talents artistiques, j'ai vu. Tu fais de l'écriture, de la photo, de la musique. Oui, j'aime beaucoup, j'ai toujours adoré chanter. J'utilise aussi dans mes soins et dans l'eau beaucoup le chant. D'accord. J'aime peindre. Bon, ça, j'ai plus le temps. Ça fait des années que j'ai pas peint. Mais j'aimerais avoir le temps de ça. J'adore danser. Ouais, le plus clair de mon temps, même de l'énergie, les périodes où j'ai beaucoup de clientèle et où j'ai suffisamment d'argent, j'aime redistribuer cet argent. Là, il y a plein d'œuvres autour de nous d'artistes du Pays d'Auray. Pour moi, c'est quelque chose qui... Ah, j'adore. J'adore nourrir l'art, en fait. C'est bien, ça, c'est hyper précieux pour moi. Le beau, en fait. Ça amène du beau. Ça... Bien sûr, ouais. J'ai toujours adoré ça, ouais. Bah, la création, ça apporte beaucoup de choses. Hein. Oui. Beaucoup de choses. Hein. Donc, oui, c'est la vie, quoi. Bah, c'est la vie, tu as tout à fait raison. Sur ton site, il y a un espace avec tes ouvrages, à la fois pour adultes et pour enfants. Oui. Tu avais une belle littérature. Oui, ma fille adore lire aussi. Ouais. Et puis, elle s'est mise en lien avec la revue Plume, avec l'éditrice de la revue Plume, où elle redistribue la revue. Et du coup, moi, il y a des livres dans la salle d'attente, il y a une petite boutique avec des livres ou de gens du coin, ou d'amis, voilà, qui sont en lien direct ou un peu moins direct avec mon activité. Mais oui, des ouvrages pour enfants, d'autres pour adultes, de la musique, des ouvrages... Il y a de la musique aussi, ça. Moi, je dis intergénérationnel, parce que c'est pour tout le monde. Ouais, exactement. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est vraiment précieux, ça. D'accord. C'est la communauté aussi. C'est ce que je transmets dans mes enseignements que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres et d'avoir le soutien de la communauté. Bien sûr. Et j'ai le soutien de cette communauté-là. Je suis en train de retaper un nouveau lieu pour l'école de sagesse, y habiter l'école de sagesse, le Souffle des Baleines. Et tous ces amis artistes, artisans, dès que j'ai besoin d'un coup de main, il y a du monde qui est là c'est chouette. aussi pour soutenir. Sûr, et ça, pour moi, c'est précieux de connaître les agriculteurs du coin pour récupérer des peaux de mouton. Exactement, bien sûr. Pour les enfants, ça, et donc ce nouveau lieu, c'est prévu de l'ouvrir quand? Eh bien, avec le contexte actuel, c'est plus les artisans, les matériaux, tout ça, on espère que l'été prochain, c'est bon. Que l'été qui vient, oui. Voilà, dans 6 mois, quoi. Oui. D'accord, c'est bien. Tout va bien, c'est ça. Ce sera sur Landol? Non, ça sera sur le Pays d'Auray, sur Plumerguette. D'accord, donc pas très loin, en fait. Non, pas très loin. Oui. Dans le coin. Oui. Alors pour conclure cet entretien, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cet entretien, je voudrais que tu me dises quel est le mot et le verbe qui t'inspire. Alors ça change tous les jours à chaque moment, alors, mais si j'écoute maintenant là, le mot qui m'inspire, je dirais que c'est l'amour. J'en étais sûr. En ce moment et aujourd'hui. Et le verbe? Le verbe... On ne me dit pas aimer. Non, ce serait trop simple. Accueillir. Ah, c'est beau. Donc, voilà. Donc, accueillir de l'amour, quelque part. Oui, et on peut relier les deux. Oui. Ou aimer accueillir. Oui, aimer ça accueillir. peut être dans un sens ou dans un autre. Claire, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as dit, ces belles choses. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir ton blog,
qui est Claire, ton blog, pardon, ton site, sur lequel il y a un blog aussi, clairemorinière.com. Et merci de votre attention et de partager aussi cette vidéo avec vos amis. Merci beaucoup Claire et à bientôt. Merci à vous et merci d'être venu jusqu'ici. Je t'en prie, merci pour ton accueil. Avec grande joie. Au revoir. Au revoir.